Alors, François Mitterrand, avant de parler de vos lectures, nous allons d'abord parler de l'écrivain, parce que ce n'est pas votre premier livre, vous en publiez un nouveau, sous le titre La paille et le grain, chez Flammarion, dans une collection qui s'intitule La Rose au Point, qui est dirigée par Bernard Pingot, et dans laquelle on trouve les textes socialistes, donc les normales, que votre livre paraît dans cette collection. Alors, comment définir cet ouvrage? Est-ce que c'est une chronique, des notes, un journal? C'est entre la chronique et le journal. Chronique, forcément, parce que je suis un responsable politique, j'écris de temps à autre dans l'hebdomadaire du Parti Socialiste qui s'appelle Unité, on me sollicite quelquefois pour écrire des articles dans différents journaux, amis ou adversaires, et je suis donc amené à commenter l'actualité. Ce sont des chroniques. Et puis c'est devenu aussi un peu un journal, sans l'être tout à fait, dans la mesure où, lassé de parler toujours de choses extérieures, j'ai quelquefois voulu m'exprimer vraiment moi-même par rapport à des faits qui ne touchent pas en vérité l'universel, mais qui m'intéressent lorsqu'il s'agit d'une promenade dans la forêt, d'une rencontre avec des amis, d'une impression, d'une sensation. J'ai mêlé les deux genres, ce qui fait que peut-être ce livre n'en a aucun. En tout cas, je ne me suis pas posé en auteur, j'ai simplement voulu, en 300 pages, tenter de cerner une certaine vérité, ma position, mes réactions face au monde, celui de mon pays, celui aussi de brassage des hommes sur la surface de la planète, et puis ce qui fait le prix de la vie. Toute une série de sentiments et de faits qui composent ma vie. Mais ce n'est pas un journal intime, non, comme l'a dit je ne sais quel journal, je ne sais quel quotidien. Non, ce n'est pas un journal intime. J'aurais dans ce cas-là encore beaucoup d'autres choses à dire. Sûrement. Mais on sent en tout cas chez vous une sorte de besoin d'écrire, un plaisir d'écrire. J'aime écrire. Je pense que si je n'avais pas été absorbé par ma vie politique, j'aurais aimé consacrer partie de ma vie à construire une œuvre littéraire. En avais-je le talent, j'en avais en tout cas le goût. Mais ce qui m'a manqué, c'est... Enfin, il y a ici des écrivains de grand talent, ils le diront à ma place sans doute, comment écrire? Il faut l'unité de l'esprit. Le téléphone qui vous déchire l'oreille, la visite impromptue, il faut l'unité de l'esprit. Je comprends l'écrivain qui passe 4 ou 5 heures, 6 heures, même si ce jour-là il n'a rien à dire, devant sa table de travail et sa page blanche, il arrivera toujours à écrire quelque chose qui correspondra à lui-même. L'homme politique, ou bien celui qui est pris par une autre profession, toujours arraché à lui-même, a de la peine à devenir écrivain. C'est mon cas. Mais est-ce que Léon Blum avait abandonné sa carrière littéraire pour une carrière politique? Est-ce que vous pourriez inversement ou abandonner votre carrière politique? Le cas échéant, pourquoi pas. Oui. Mais enfin, cela dépend de beaucoup d'éléments dont je ne suis pas le seul maître. Mais si je suis bien renseigné, et d'ailleurs vous y faites allusion dans votre ouvrage, Gallimard attend depuis un certain temps un livre de vous sur Laurent de Médicis. Depuis bien trop longtemps. Ah non, Laurent de Médicis, non. Non, Laurent de Médicis, c'est une idée qui m'a, comme ça, que j'ai eue après de nombreux séjours à Florence, dans des conditions que je rapporte comme ça au détour d'une page, et je me suis pris de goût pour Laurent de Médicis. Ça m'a valu des ennuis, car une série de journalistes un peu superficiels, qu'ai-je dit, à commencer par François Mauriac, qui n'était pas superficiel, ont tiré de là, je ne sais quelle comparaison, à Florentin, tout le monde sait qu'en politique, Florentin, on pense à Machiavel, c'est quelqu'un de trop malin, bien qu'à mon avis, j'ai beaucoup combattu et affronté le général de Gaulle, et le Machiavel des deux, c'était lui. Mais enfin, c'est comme ça, ça m'a valu une certaine réputation, dont je reste au fond assez honoré, car je me suis beaucoup intéressé à cette grande période, qui est la deuxième moitié du XVe siècle, en Toscane, et j'ai voulu écrire un livre sur cette période autour de ce personnage, Laurent de Médicis. Et comme je ne suis pas un historien de profession, je n'ai pas su me limiter, et je me suis très vite retrouvé à partir de Laurent de Médicis, un peu plus loin à Naples, là-dessus j'ai découvert l'Aragon, ensuite c'était la guerre des Deux Roses, je me suis cogné à Podiebrad en Bohême, j'ai filé sur Skanderberg en Albanie, bref, j'en suis là. De telle sorte que Laurent de Médicis attendra en effet l'heure de ma retraite. J'ajoute que je n'ai pas signé de contrat sur Laurent de Médicis, c'eût été imprudent. Non, j'ai traité avec Gallimard pour écrire un livre sur le coup d'État du 2 décembre. C'est une toute autre affaire. Mais je reconnais que là, j'ai pris quelques années de retard dont mon éditeur a le droit de se plaindre. Et vous avez écrit des poèmes. Enfin, ce sera fait dans les mois qui viennent. Quand vous étiez jeune, vous avez écrit des poèmes que vous avez conservés. Il n'en a pas écrit.
Ah oui, non, mais vous en parlez dans votre ouvrage, et vous semblez tenir à ces poèmes. C'est bien d'ailleurs, la plupart des gens renient leurs poèmes d'enfance. Je ne les renie pas, non, je ne les renie pas. Quand je les lis, j'ai tendance à les trouver un peu emphatiques, un goût de la formule lyrique que je trouvais originale et qui me paraît aujourd'hui un peu usée, etc. Bon, alors je suis un critique très sévère pour moi-même. Et puis de temps en temps, je suis assez content de ce que j'ai fait, une sorte de vanité d'auteur qui ne va pas tout de même jusqu'à risquer l'édition. Non. Et si je suis bien renseigné, vous avez tenu une chronique de poésie quand vous aviez 20 ans à peu près. Oh, non, chronique c'est beaucoup dire. J'ai quelquefois œuvre de critique littéraire. Et vous est-il arrivé ainsi connu les limites. Et vous est-il arrivé de séduire des dames en leur récitant des vers? J'ai quelquefois essayé, c'est tout. Oui. Bon, alors, je voudrais vous expliquer quand même un peu votre titre, parce que il semble que ce soit une parabole. Or, la paille, on pense plutôt à la parabole de la paille et de la poutre. Le grain, plutôt la parabole du bon grain et de l'ivraie. Là, il semble que vous ayez une troisième parabole, c'est la paille et le grain. Oui, il y a aussi l'expression la paille des mots et le grain des choses. Et pourtant, ce n'est pas par rapport à cette expression que j'ai choisi ce titre, qui est, comme tous les titres de quelques livres que j'écris, a été péniblement acquis par ma réflexion. Quand je conduis en voiture, je me dis, mais comment est-ce que je vais appeler ce livre? Alors je finis par trouver quand même. Et je pense que ça dit bien ce que je veux dire. Mais moi, je suis d'origine paysanne. J'ai vécu toute mon enfance dans la vieille province française, en Saintonge. Et pour moi, la paille et le grain sont deux produits nobles, aussi nobles l'un que l'autre. La paille, c'est une matière admirable. Et en plus, ça sert à beaucoup de choses. Ça servait plus encore au temps où les machines ne broyaient pas la paille au moment de la moisson. Très bien. Et puis le grain, bien, c'est pas la peine d'insister, le grain, c'est plutôt bien vu dans la littérature. Le grain, c'est quelque chose de dense, de serré, de dru, d'où il sort, une nouvelle naissance. Bref, c'est un mot qui évoque beaucoup de choses et que beaucoup d'auteurs ont employé avant moi. Alors, dans la paille et le grain, disons qu'il y a 2/3 de texte politique, ce qui est bien normal, et puis un tiers qui est consacré à vos promenades, à vos voyages, à la nature. Vous semblez aimer beaucoup la campagne. Oui, qui n'est pas marquée par son enfance, surtout si elle a été heureuse, au contact de parents, de frères et de sœurs, de cousins, avec lesquels on a passé un pacte de vie qui dure encore, soit par le souvenir, pour ceux qui ont disparu, soit pour les vivants qui sont les plus nombreux. Et puis, la vie telle que je l'ai vécue, et qui ressemblait beaucoup plus à celle qu'on pouvait connaître au XVIIIe siècle que celle que l'on connaît déjà dans cette deuxième moitié, et même qui approche de son dernier quart, du XXe siècle. Bon, la campagne, avec une maison au sommet d'un coteau, des fermes tout à côté, une rivière tout au bas, tout à fait classique et tout à fait banal. Et puis le premier village très loin, la première ville, on n'y allait pas, surtout qu'il fallait y aller au pas du cheval, il n'y avait pas, enfin nous n'avions pas d'automobile. Après, il est arrivé quand même, je l'ai raconté ailleurs, une fusée moderne qui a été la bicyclette et qui m'a permis d'aller de l'autre côté de l'horizon. Mais j'ai donc vécu cela, en dehors des moments où j'allais au collège, à Angoulême. Ben, j'ai vécu cela pleinement. J'étais à 16 ou 17 ans, quand je suis arrivé à Paris, je me sentais provincial, content de l'être et un peu déchiré de perdre mes racines. Alors vous aimez particulièrement les fleurs, pas seulement les roses. Vous êtes un spécialiste des fleurs. J'aime bien les roses, j'aime bien les roses. Je pense que les roses, les Français les aiment aussi, finalement, même quand il y a le point qui les tient. Ce qui fait un double symbole, fond assez complémentaire. Le point, c'est solide, et puis la rose, c'est assez tendre. Bon, alors, j'aime les roses, mais j'aime aussi beaucoup d'autres fleurs. Ah oui. Enfin, presque toutes les fleurs. Bon, il y a quelques-unes qui sont stupides. Mais, lesquelles? Non, enfin, non, mais elle ne nous écoute pas. Mais non, enfin, celles qu'on voit dans un certain nombre de salons parisiens, toutes raides, qui n'ont aucun parfum. Il y a beaucoup de roses, dans les salons parisiens. Aussi. Ah oui. Oh, quoique ce sont généralement des fleurs qui ont perdu leur sens, car elles ont été élevées dans des conditions telles qu'elles n'ont même plus d'odeur, et elles sont toutes pareilles. En fait, je ne veux pas passer ma soirée avec vous à parler des fleurs de jardinage. Il y a beaucoup de très belles fleurs. Les giroflées, c'est des fleurs admirables, surtout quand ça pousse sur un mur vertical. Hein, bon, c'est une très belle fleur, on ne pense pas généralement aux giroflées, etc. François Mitterrand, je vous